On va aller voir. Celui-là, il va s'arracher celui-là. Alors là, on se trouve dans le jardin de Tantougou, jardin des reproductions de semences. Donc on a un petit champ de courges, une variété de courges, et on a mis des tournesols, des Rostov qui sont des tournesols à huile. Donc on voit qu'il y a un petit problème sur ce tournesol, il se divise, on le voit ici. Donc en fait, le gros problème c'est qu'en faisant des fleurs, il va polliniser les tournesols qui sont viables. Donc ce qu'il faut faire quand c'est comme ça, il faut directement l'arracher. Donc on l'arrache. Voilà, on le sacrifie. Comme ça, il ne polluera pas les autres tournesols avec son pollen. L'idéal c'est d'avoir un tournesol qui soit gros, plein de graines et de capitules uniques. Voilà, pour ça. Donc ici la caractéristique c'est qu'on mélange aussi les plantes. On ne fait pas que des champs de courges, on essaye d'associer un petit peu les plantes entre elles pour des histoires de rendement. Et puis les plantes aussi aiment bien avoir de la compagnie. Donc on leur donne de la compagnie. Voilà. Je vais vous montrer peut-être quelque chose un petit peu sur les courges. Il y a, quand vous regardez une courge ici, il y a ici c'est une fleur de courge, ça c'est une fleur mâle, vous voyez, une fleur mâle. Comment on la reconnaît d'une fleur femelle? C'est qu'en fait elle n'a pas de grosseur ici. Je vais vous montrer une fleur femelle maintenant pour voir la différence entre une fleur mâle et une fleur femelle. Donc ça c'est fleur mâle. Alors fleur femelle. Voilà. Donc ceci est une fleur mâle de courge et ceci est une fleur femelle de courge. On le voit. Donc la fleur mâle, grâce à l'intermédiaire des abeilles, des insectes, viennent féconder la fleur femelle qui après donnera un fruit. Alors la technique, il y a deux techniques pour la reproduction de semences. Soit vous laissez faire la nature, c'est-à-dire les abeilles, leur rôle de pollinisateur, ou soit vous avez la possibilité aussi de le féconder manuellement. Alors pour les féconder manuellement, il faut venir le soir avec un ruban adhésif, venir fermer les fleurs femelles, c'est-à-dire ici comme ça, délicatement, et le matin très tôt, vers 7 h, enlever ce ruban adhésif et ouvrir les fleurs mâles, comme ça, et badigeonner à l'intérieur avec le pollen. Une fois qu'on a fait ça, on reprend du ruban adhésif et on ferme. Pourquoi? Ça évite en fait que d'autres insectes viennent en fait remettre du pollen. Ça c'est une technique de fécondation manuelle. Si un jour il n'y a plus d'insectes, il faudra faire comme ça. Sans ça la courge elle ne survivra pas. Nous on choisit pour l'instant, on a un biotope qui est assez préservé. Donc il y a beaucoup de bourdons, d'abeilles, et donc on laisse faire la nature. Donc on laisse, en fait on a des champs distincts de pepo, de mochata, de différentes variétés de courges qui ne s'hybrident pas entre elles. Et ça permet en fait de laisser faire un peu la nature. Voilà. Ça c'est une étape dans le développement de la croissance du jardin. Après, quand il y aura la récolte pour faire de la graine, ça sera quelque chose de différent encore. Voilà. Alors là, on se retrouve dans un petit champ de soja. Donc le soja, c'est une légumineuse qui est très intéressante à cultiver pour plusieurs aspects. Premièrement, avec le réchauffement climatique, c'est une plante qui n'est vraiment pas gourmande en eau.
et qui se développe très bien. Vous voyez, ce champ par exemple, il a seulement 2 mois et il n'a jamais été arrosé une seule fois, même pas désherbé une seule fois. Tout reste à peu près propre. Et là, on voit déjà les fleurs qui commencent à apparaître et qui vont en fait donner les fruits. Donc le soja sous forme de gousse. Là, c'est un gros soja vert alimentaire pour l'alimentation humaine. Et il faut savoir que le soja, le haricot qui se retrouve là à côté, le poivron, les aubergines, ce sont des fleurs qui sont dites parfaites. Ça veut dire qu'elles s'auto-pollinisent elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin d'insectes. Donc on peut à ce moment-là, quand on fait de la semence, on n'est pas obligé de mettre des distances de sécurité très très importantes, hein, comme avec la tomate. Il faut quand même compter à peu près au moins entre 100 et 200 mètres minimum quand même. Parce qu'il y a toujours des petits insectes pollinisateurs qui arrivent toujours à vouloir consommer du nectar. Et donc si un insecte va d'une plante à une autre, si on les met les uns à côté des autres, des variétés qui sont différentes, à ce moment-là, il y a un risque d'hybridation. Donc il faut toujours mettre à peu près, disons, entre 100 et 200 mètres d'écart au minimum entre, je rappelle, les haricots, tout ce qui est fleurs parfaites, donc haricots, aubergines, tomates, soja, fèves, et quoi d'autre encore. Et puis c'est à peu près tout. Voilà, c'est les fleurs parfaites, donc fleurs parfaites qui s'auto-fécondent. Voilà. Il y a des abeilles particulières qui ont un long bec comme les colibris, qui sont capables de faire du vol stationnaire. Et à ce moment-là, elles viennent butiner les fleurs à fleurs. Alors ça fait que si on a par exemple 5 variétés de tomates les unes à côté des autres, et bien en fait rien ne les empêche, ce genre d'insectes, de venir butiner chacune des fleurs. Et à ce moment-là, la plante qui est A va polliniser celle qui est B. Et quand vous referez vos graines, ben vous aurez un hybride. Donc il y aura pas on ne conservera pas le phénotype même de la plante, ses caractéristiques générales. Donc c'est pour ça qu'il est important quand on fait de la semence, quand on veut faire une belle variété de tomates, par exemple la rose de Berne, à ce moment-là, il faut mettre que de la rose de Berne. Sans ça, il y a un risque d'hybridation. Donc c'est quelque chose d'important. Enfin pour le semencier en tout cas. Voilà. Maintenant on va peut-être parler un petit peu du haricot là. Alors là on se retrouve dans un champ de haricots, hein, on appelle ça du haricot vert pélandron. C'est un haricot assez long comme ça, assez goûtu, très bon, sans fil, très épais, donc très bien pour la récolte, facile pour avoir une bonne production. Par contre ce haricot il demande beaucoup d'eau. Là on est le 21 juillet 2015, il n'a pas plu ici au jardin depuis plus d'1 mois. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des techniques de paillage. Ici, vous voyez, on a mis de la paille tout le long du sol pour faire un couvercle végétal. Et comme il est un peu plu cette nuit, ça permet de garder l'humidité. Donc l'humidité va profiter après directement à cette plante qui est assez gourmande en eau en fait. Et il y a une deuxième caractéristique aussi importante, c'est que dans le paillage, c'est quand vous faites du désherbage, après les plantes, elles viennent beaucoup, les mauvaises herbes, ce qu'on appelle les mauvaises herbes ou les adventices, viennent beaucoup plus facilement. Vous voyez, on a juste à les tirer, elles deviennent tout de suite comme ça. Donc il y a beaucoup moins d'efforts à faire. Donc on les laisse un peu sur place. Quand on les enlève, vous voyez, ça s'enlève très facilement. Et donc quand les mauvaises plantes vont concurrencer un petit peu, ça sera très facile de pouvoir désherber à la main rapidement le champ. Et ça amènera toujours de l'humus. Après, il y a toujours un autre avantage sur l'histoire de la paille, c'est que le sol déteste être nu, donc le fait de le recouvrir, ça le protège contre l'érosion, contre les rayonnements du soleil qui peuvent brûler la terre. Donc puis ça amène aussi après, en se décomposant cet hiver, ça amènera des éléments organiques qui nourriront aussi le sol en même temps. Donc il y a vraiment un avantage à cette histoire de paillage. Alors moi je préconise surtout le paillage pour les tomates, les poivrons, les aubergines, le haricot, les plantes qui sont assez délicates. Après le soja qui est à côté, on ne l'a pas du tout paillé.
La courge, on la paille quasiment pas. Quand il y a une plante qui a vraiment besoin de beaucoup d'eau, on a tendance quand même à vraiment pailler. C'est quelque chose de très efficace en fait, de très efficace. Donc je vous conseille d'utiliser cette technique de paillage. Vous en mettez un petit peu, quitte à revenir un peu au cours de l'année pour repailler s'il faut dans des endroits et que ça soit bien uniforme. Voilà. Donc nous on préconise aussi d'utiliser des tiges de fer comme ça, de 12 mm, qu'on fait couper à une hauteur de 3 mètres. Comme ça c'est facile à enfoncer et puis les haricots en fait se montent dessus. Et vous voyez, quand vous prenez une tige aussi comme ça pour la récolte, c'est très facile à tirer pour aller chercher la récolte. Donc ça c'est aussi un petit avantage non négligeable pour le confort du jardinier. Et après c'est quelque chose qui est durable, donc vous pouvez l'utiliser pendant 20-30 ans, il n'y a pas de souci. Bon, c'est un peu physique parce qu'au bout d'un moment il y en a beaucoup des tiges. Voilà, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le haricot? C'est une fleur parfaite, donc pas besoin de pollinisateurs. Donc ici on a un champ, il est uniquement fait que de pélandrons. Il n'y a pas d'autres haricots mais dans les environs. Donc pour garder cette pureté variétale et cette souche. Voilà. Après on pourra revenir un petit peu sur l'objet d'un autre reportage, c'est comment faire les récoltes sur le haricot. C'est quelque chose de très important. Et pour recommencer à refaire sa graine l'année suivante. Le principe de Tantougou, c'est qu'on essaye dans cette association d'apprendre aux gens à garder leurs propres semences. Donc l'idée, c'est de conserver de 5 à 10% de la récolte, les plus beaux grains, les plus beaux fruits, pour pouvoir après l'année suivante recommencer. Voilà, c'est l'idée. Voilà. Donc là on se retrouve devant un petit champ de tomates. Alors ce qu'on peut faire c'est regarder un petit peu en détail la fleur de tomate. On voit bien que c'est une fleur parfaite et qu'elle ne s'ouvre pas, donc elle va s'auto-polliniser à l'intérieur. Donc voilà, les insectes ont du mal à rentrer à l'intérieur, mais en cas de forte chaleur, les pétales peuvent s'ouvrir et donc libérer le pollen et donc hybrider. Donc là on se retrouve devant un champ de tomates pour faire toujours de la semence. Alors ici ça s'appelle de la rose de Berne, qui est une tomate délicieuse. Alors toujours le même principe, le paillage. Il faut savoir que ces tomates n'ont été arrosées qu'une seule fois, parce que ça fait à peu près un mois, plus d'un mois qu'il n'a pas plu. Donc technique de paillage, on les a bien arrosées copieusement et après on a arrêté de les arroser. Pourquoi je dis ça? C'est important parce que si on venait par exemple à arroser tous les jours les tomates, en fait leur code génétique apprendrait qu'elles auraient besoin d'eau, de plus en plus d'eau, et la graine qu'on va extraire après de ces tomates, elles seront exigeantes en eau. Alors le fait de les mener un petit peu à la dure va donner après des semences qui seront de très grande qualité où il y aura beaucoup moins besoin de les arroser. Donc ça c'est vraiment très important. Alors pour la technique en elle-même de la culture de la tomate, on met un tuteur comme ça, et puis de temps en temps, dès que le pied grandit, on n'hésite pas avec à l'aide de Medurafia de venir en fait tutorer le plant de tomate. Voilà, pour éviter que les fruits tombent et que la plante s'assèche. Donc nous on préconise en fait de jamais tailler les tomates. Pourquoi? Parce que quand on prend une feuille de tomate comme ça, en fait c'est ses poumons. Donc si on commence à couper les gourmands, et ben en fait on épuise en fait la tomate. Donc en fait le seul soin qu'on peut apporter à un pied de tomate, c'est d'enlever les feuilles du bas, celles qui sont en contact avec la terre. Donc là par exemple on peut enlever, voilà, pour dégager le pied, mais c'est tout. Il y a seulement besoin de faire ça. Donc la tomate, il faut savoir qu'elle est très sensible à l'humidité. Donc en fait dès qu'il y a de l'humidité et de la pluie, ou du froid et de la pluie, en fait il met le mildiou. Donc il n'y a strictement rien à faire contre le mildiou. Donc une fois qu'il y a une moisissure marron qui apparaisse, il faut enlever les feuilles, les jeter de très loin ou même voir les brûler. Et puis s'il y a encore un excès de chaleur et d'humidité,
la plante est complètement dévorée. Alors cette année, en juillet 2015, il y a une saison très sèche, donc en fait la tomate se porte très bien, quoi, en fait. Donc il y a toujours quelque chose en fonction des saisons, des conditions climatiques, quelque chose qui se porte bien, qui va être bien adapté, et d'autres choses qui vont moins se développer. Et le savoir-faire du jardinier est de venir accompagner justement les plantes qui sont en difficulté pour les aider au maximum. Voilà, donc là par exemple on a paillé et on voit bien que la terre en dessous elle est vraiment très humide, donc ça profite, puis on sent bien l'humus qui est dégagé par rapport à ça. Donc bien faire un recouvert végétal et comme ça là, il y aura de nombreuses tomates. Après là on se rend compte là sur la tomate qu'il y a des fruits qui arrivent. Donc d'ici 15 jours, on va pouvoir faire les premières récoltes. Donc c'est une tomate de demi-saison, donc on ne prendra pas les premiers fruits pour faire de la graine. On prendra la deuxième fructification, voire la troisième, et plus après la quatrième ni la cinquième. On restera toujours dans le phénotype de la plante. Donc si c'est une demi-saison, on la conditionnera pour qu'elle devienne toujours une demi-saison. Alors pourquoi j'explique ça? Parce que si jamais vous prenez une tomate qui arrive tout de suite, si on prend cette tomate quand elle deviendra à maturité, bien sûr pas tout de suite, mais d'ici 15 jours, si on la prend de la demi-saison, cette graine, cette plante, elle va passer en précoce. Donc en fait, c'est à celui qui veut faire de la semence, savoir ce qu'il veut faire de sa semence. Donc si on veut, on peut en faire une tomate précoce, si on veut, donc en prenant les premiers fruits. Mais comme c'est une demi-saison, on va la cultiver pour qu'elle reste une demi-saison. Donc voilà pour le sujet sur la tomate. Alors le phénotype d'une plante, c'est sa caractéristique générale, comment on la définit. Alors quand vous avez par exemple de la tomate glacier, le phénotype de la tomate glacier, c'est que le fruit doit faire 80 grammes. Donc si vous prenez un fruit qui fait, mettons, 120 grammes pour en faire de la graine, cette graine que vous allez remettre en terre risque de donner des fruits de 120 grammes. Donc vous allez changer la variété, ça ne va plus être de la tomate glacier. Que la tomate glacier, elle fait toujours 80 grammes. Donc il faut toujours, quand on récolte la semence, regarder les fruits et prendre exactement ce qui correspond au phénotype, tout simplement. Donc si c'est des tomates glaciers qu'on cultivait, on prendrait que des fruits de 80 grammes. Et après on fait toujours une sélection. C'est-à-dire que quand on va choisir les fruits, par exemple, là on prendra les fruits sur ce pied parce qu'il est vraiment très beau, il est grand, il n'y a pas de maladie, les feuilles sont bien vertes, on voit qu'il est en bonne santé, qu'il y a pas mal de fruits, qu'il est productif. Par contre, si on voit une tomate qui est beaucoup plus rachétique et qui a des maladies, qui est en souffrance, etc. Non, on ne va pas du tout prendre de la semence là-dessus parce qu'elle va répéter après ses caractéristiques. Donc le travail d'un semencier, c'est de toujours faire une sélection. C'est ce qu'on appelle la gestion holistique de la semence. Donc c'est toujours prendre ce qui est de plus beau, de plus vigoureux, de travailler aussi la qualité de la plante. Si on arrose trop, elle va être conditionnée à ce qu'on l'arrose tout le temps. Donc il faut vraiment la mettre en adéquation avec son biotope, lui faire le moins de soins possible, ou quand il y en a besoin, on le fait, mais moins d'intervention quand même possible. Et après prendre les caractéristiques du fruit, prendre ce qu'il y a de plus beau. Donc, mais on reviendra un petit peu sur ces sujets-là par rapport au haricot dans un autre épisode. On apprendra la récolte pour le haricot. On va semer des haricots. Alors on est toujours le 15 juillet 2015. Donc on a une année qui est très chaude cette année. On peut s'attendre à ce que les mois de août, septembre seront encore caniculaires. Peut-être. Enfin, on ne sait pas. Donc on va être muni en fait d'un râteau, de ce genre d'instrument pour faire une saignée, et d'un fil, d'un cordeau, pour pouvoir semer les haricots
droit. Donc on va utiliser en fait ce type de haricot. On va semer du haricot d'origine grecque qui s'appelle le yin yang et qui a une particularité, c'est qu'il adore la sécheresse et donc la chaleur. Donc en fait on adapte nos semences en fonction du terroir et des conditions climatiques. Donc là on se retrouve donc le 21 juillet 2015 et il est encore temps de semer des haricots. On a largement le temps. Donc il mettra 3 mois à peu près à venir, donc juillet, août, septembre, fin septembre, début octobre, on pourra faire la récolte des haricots. Donc même si on voit sur le champ à côté, ça a déjà été semé, mais on a décidé d'en replanter davantage. Donc l'idée ici, c'est déjà de faire un sillon dans la terre une fois qu'elle a été retournée et travaillée. On va suivre le cordeau et on va faire un sillon comme ça de 3-4 cm de profondeur, le plus droit possible en suivant le cordeau. Voilà, tout le long. Alors là, on a posé un cordeau et on a fait un sillon de 4 à 5 cm de profondeur. Et on va maintenant semer les haricots. Alors là, c'est un haricot nain. Donc on va mettre une graine tous les 15 cm à peu près. Voilà. Il y a juste à faire ça. Voilà. Donc on sème. Donc on vient de faire un sillon, on vient de semer les haricots, une graine de haricot tous les 15 cm. Maintenant, en fait, il ne reste plus qu'à recouvrir délicatement les graines avec un peu de terre. Donc il y a juste à pousser un petit peu avec à l'aide d'un râteau. Voilà, juste à faire ça. Pas plus compliqué. Alors, il faut une terre qui soit quand même un peu moelleuse, un peu facile. Donc la question c'était de savoir s'il fallait arroser ou pas. Alors il faut bien s'imaginer que la semence elle est uniquement locale. Si les Alsaciens mangent de la choucroute, c'est que le chou il pousse bien en Alsace. Si les Bretons mangent des artichauts, c'est que l'artichaut pousse bien en Bretagne. On ne fait pas de l'endive à Marseille ou de la pomme de terre à Marseille, mais on fait de la bouillabaisse. Donc chaque zone, chaque terroir a ses spécificités. Donc c'est une chose qu'il va falloir tenir compte dans les années à venir, dans le cadre d'un changement global de l'activité climatique, réchauffement, refroidissement, on ne sait pas trop grand chose. Donc nous on a essayé d'adapter nos semences par rapport à cette évolution. Donc par exemple là on est le 21 juillet, donc il est encore temps de semer encore des haricots, la terre est bien chaude, donc c'est ce que demande le haricot. Donc on a refait encore une culture un peu de haricots qui demande, un haricot grec, qui demande très peu d'eau. Donc le fait de faire une saignée, de les avoir mis en terre, de les avoir recouverts, en fait on n'a pas besoin de les arroser. Aussi ce qu'il faut savoir c'est que les semences paysannes, les semences reproductibles, elles ont des gènes qui s'adaptent. Donc plus les conditions seront changeantes, plus leurs gènes vont s'adapter. Et donc la meilleure graine que vous trouverez, c'est celle qui est issue de votre terroir, de votre propre jardin. C'est toujours comme ça que ça marche, ça a toujours fonctionné comme ça, depuis des millénaires. Alors pour après parler un petit peu des problèmes du désherbage qu'il peut y avoir sur un jardin. Là on a bien travaillé, on voit bien les haricots qui sont derrière moi, il n'y a pas du tout d'herbe, pourtant ils ont poussé. Tout simplement c'est à cause des conditions climatiques. Il y a eu une intense période de sécheresse pendant un mois, là, très chaud. Les haricots, ceux-là adorent la sécheresse, donc ils ont poussé. Par contre, les adventices n'ont pas réussi à se développer. Donc, mais à terme, elles vont se développer. Donc en fait, ça ne sera pas quelque chose de négatif parce que ça apportera un peu d'humidité au sol, de l'humus aussi.
Et c'est pas quelque chose de dramatique s'il y a un peu de ce qu'on appelle les adventices, plus communément appelés les mauvaises herbes. Par contre, il ne faut pas qu'il y en ait un excès. S'il devient en avoir un excès, à ce moment-là, elles peuvent étouffer les plantes qui sont cultivées. Et à ce moment-là, il est important de donner soit un coup de binette, ou soit de les arracher à la main. Et de les laisser sur place, et pas de les mettre au compost. Qu'en les laissant sur place, ça permet qu'elles se décomposent sur place, et donc ça ramène de l'humus, donc vous enrichissez votre terre systématiquement. Voilà.